Merci de me donner la parole aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ici. C'est vrai que Reporters sans frontières défend traditionnellement la liberté de la presse, les journalistes. Ça fait 25 ans que l'organisation existe et je pense que nous avons ces dernières années défendu un certain nombre de médias indépendants, de journalistes locaux notamment, parce que ce sont les journalistes dans les pays où la situation est la plus grave qui prennent le plus de risques, qui sont en première ligne de cette recherche pour l'information. Donc voilà, on essaie de faire sortir les journalistes de prison, on essaie de payer des avocats pour des procès de presse, on essaie de soutenir les familles, de faire pression pour essayer de faire changer des lois liberticides, protéger les journalistes en zone de conflit, etc. Donc tout ça, ça regroupe effectivement les aspects liés à la liberté de la presse, mais Reporters sans frontières, depuis bientôt 10 ans maintenant, s'occupe aussi de la liberté d'expression en ligne. Pourquoi? Parce que la liberté de la presse est le droit d'informer, mais aussi d'être informé, ça concerne tout le monde. Voilà, il ne s'agit pas de défendre seulement les journalistes, il ne s'agit pas de défendre les privilèges des journalistes, il s'agit de donner à chacun le moyen d'être informé pour pouvoir prendre des décisions en tout état de cause, on va dire. Et donc du coup, on s'est rendu compte dans un certain nombre de pays dans le monde entier que finalement les journalistes dits traditionnels, quand ils évoluaient dans des environnements où la censure était extrême, où les médias étaient contrôlés directement par le gouvernement, finalement, ils ne pouvaient pas couvrir un certain nombre de sujets. Et c'était les blogueurs, les journalistes en ligne, parfois de simples nets citoyens, comme on aime appeler certains de ces internautes un peu impliqués, qui étaient à l'origine de découvertes, d'annonces, d'informations qui étaient de l'intérêt général de tout le monde. C'est dans ce contexte-là que le bureau Nouveaux Médias, maintenant anciennement Liberté sur Internet, a vu le jour. Oui, le travail de Reporters sans frontières a dû s'en trouver doublé, voire triplé, parce que finalement, tout le monde est un petit peu devenu journaliste avec le temps, avec Internet, son blog, ses informations qui sont mises en ligne. Ça a dû être différent comme traitement de l'information. C'est clair qu'en termes de mandat, en termes de masse d'informations à traiter, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Je dirais même ces 3 dernières années, on a vu vraiment un afflux des informations sur ce sujet-là. Et puis, comme vous dites, de plus en plus d'internautes qui ont envie de s'impliquer, de faire des choses. Alors, nous, on défend les blogueurs, les nets citoyens qui sont en situation difficile, en prison, harcelés ou autres, quand ils ont voulu s'exprimer sur Internet, quand ils ont voulu utiliser leur liberté de parole sur le net. Donc un blogueur qui parle de la soirée qu'il a passée la veille avec ses amis, bon, ça ne va pas rentrer forcément dans notre domaine de compétences, même si ça a un certain intérêt pour lui et pour son entourage. Voilà, donc ça reste quand même lié, on ne s'agit pas de défendre tous les nets citoyens dans le monde entier, mais quand même on a vu effectivement le nombre de gens pour lesquels on se prononce évoluer rapidement. On a aujourd'hui d'ailleurs le chiffre de nets citoyens emprisonnés le plus élevé depuis la création d'Internet, puisqu'on a on oscille en ce moment entre 110 et 120 nets citoyens en prison. Donc on peut parler quand même d'une branche intégrée bien sûr, mais un peu parallèle à Reporters sans frontières. Parce que quand il n'y avait que des journalistes, entre guillemets, on savait dans quels journaux ils écrivaient, quelle était l'orientation politique ou pas du journal, quelles avaient été leur carrière, leur formation. Maintenant, avec les nets citoyens, il faut, à la limite, avant de les suivre, peut-être enquêter un tout petit peu pour savoir si ce n'est pas un rigolo qui a déjà écrit des papiers fantasques sur tel ou tel sujet. Ça démultiplie les recherches. Non, bien sûr, on fait attention quand on prend position. Alors parfois, effectivement, on agit sur le principe de la liberté d'expression. Ça arrive qu'on défende des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, sur le principe, on pense qu'ils avaient le droit de s'exprimer. Mais effectivement, il y a des problèmes d'éthique. Il ne s'agit pas de défendre des gens qui ont appelé à la haine, au meurtre. Et puis, ça ne nous empêche pas de dire, mais ça vaut pour certains journalistes ou pour des blogueurs X ou Y, de les rappeler à l'ordre quand ils ont effectivement pas forcément respecté, on va dire, une certaine éthique. Ce qui est assez intéressant à ce sujet, c'est que on voit, enfin moi je crois beaucoup à l'autorégulation du web. Les blogs qui sont les plus connus, les plus vus, etc., ont aussi beaucoup de surveillance, on va dire, dans le sens positif du terme. Je ne parle pas de surveillance du gouvernement, mais il y a beaucoup d'attention qui est portée par les gens qui suivent ces blogs et qui sont les premiers à rapporter des faits qui n'ont pas été vérifiés ou des prises de position qui leur semblent un peu limites. Donc je crois beaucoup à l'autorégulation du web. Et c'est vrai que quand on remet ça un peu en perspective et qu'on se place au niveau international, il y a par exemple, avant de venir, j'avais une réunion avec un dissident de Malaisie. Et la Malaisie, c'est intéressant parce que c'est un pays où justement le gouvernement essaie de renforcer, on va dire, son contrôle sur les médias traditionnels. Et en Malaisie, quand vous dites à quelqu'un j'ai lu ça en ligne, la personne va le croire.
parce qu'ils font beaucoup plus confiance à ce qui est publié sur Internet qu'à ce qu'ils lisent dans les médias traditionnels, puisqu'ils savent que c'est globalement très proche de ce que le gouvernement veut voir dans les papiers. Donc c'est assez intéressant de voir comme la confiance peut se déplacer en fonction, on va dire, du professionnalisme de certains. Il ne suffit pas d'être un journaliste accrédité avec les meilleurs diplômes des meilleures écoles pour être capable d'utiliser ce droit à l'information et le faire dans l'intérêt général. En tant que responsable du bureau Nouveaux Médias de Reporters sans frontières, comment agissez-vous ou comment voyez-vous des forums comme celui des 4chan qui ont une grosse force de frappe et qui peuvent se permettre sur Internet de faire strictement tout et n'importe quoi, dans le pire ou dans le meilleur? C'est assez intéressant de voir, il y a quelques années en fait on parlait du côté vulnérable des blogueurs, des internautes qui étaient un peu chacun de leur côté en train d'organiser, en train de faire leur publication, parfois essayer de lancer des petites campagnes, mais ça tombait un peu à plat. Et c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus de groupes de blogueurs, que ce soit des groupes qui se créent autour d'un centre d'intérêt ou des associations de blogueurs aussi, un peu sur le modèle des associations de journalistes. On a une association des blogueurs marocains, une association des blogueurs russes, et ça leur donne plus de poids finalement, le fait de se regrouper, d'agir en solidarité pour lancer des campagnes, prendre des positions, etc. Alors après le net, ça peut être le pire comme le meilleur. On a vu des campagnes de solidarité pour appeler à la libération de dissidents, des campagnes pour dénoncer la corruption des autorités, et à ce moment-là c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après en Chine par exemple, il y a tous ces moteurs de recherche à chair humaine, comme ils l'appellent, où effectivement quelques personnes décident d'enquêter sur le passé d'une autre personne, d'un autre internaute. Alors ça peut être un officiel qui a commis des abus, auquel cas il s'agit un peu de dénoncer ce qui s'est passé, mais ça peut aussi être des individus qui se sont livrés à des adultères, choses comme ça. Et c'est vrai que ces moteurs de recherche à chair humaine, comme ils les appellent, ont pu avoir parfois un rôle positif pour dénoncer la corruption, mais ont pu aussi détruire des vies en mettant en avant des infos personnelles sur des gens. Donc voilà, Internet c'est un peu un reflet de la société, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, on parlait justement il y a quelques instants de la Russie, juste pour savoir comment est-ce que RSF réagit. On parle de liberté de la presse, de dépendance ou d'indépendance, à ce calendrier réalisé par des étudiantes en journalisme russe. Je trouvais ça assez incroyable. Je ne mets pas du tout ça dans la case fait divers. Je trouve ça beaucoup plus grave que ça en fait. Alors donc ce sont 12 jeunes filles qui ont fait un calendrier, elles ont posé un peu dénudées, il n'y a rien de très grave à l'intérieur de ça. Ce sont des étudiantes en école de journalisme et c'est pour fêter l'anniversaire de Vladimir Poutine, pour fêter ses 58 ans si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment est-ce que RSF réagit à cela? Alors je sais pas, je pense pas qu'on ait pris position officiellement là-dessus. Moi je vais vous donner mon ressenti. C'est vrai que quand j'ai vu passer cette information, je me suis dit mais est-ce que c'est un canular déjà? Ensuite c'est vrai qu'il y a une partie de la société russe qui est aussi très nationaliste et qui soutient Vladimir Poutine. Donc voilà, je sais que visiblement l'école de journalisme s'est désolidarisée de cette initiative. Nous on fêtait encore il y a 2 jours le triste anniversaire de la quatrième année de la mort de Anna Politkovskaya, qui était une journaliste russe très connue, qui faisait un vrai travail de dénonciation des abus des autorités, que ce soit en Russie, en Tchétchénie, etc. Donc nous on voit effectivement un nombre de journalistes se faire tuer en Russie pour avoir justement critiqué le pouvoir. Voir ce genre d'initiative, je trouve ça honnêtement d'assez mauvais goût. Maintenant c'est tout à fait leur droit de le faire, si elles sont dévouées à Vladimir Poutine, c'est leur droit, mais c'est vrai que ça me gêne un peu de voir l'acronyme école de journalisme attaché à ça. Donc c'est bien que on va dire que l'école se soit désolidarisée de tout ça, mais c'est assez amusant parce que finalement le web russe, qu'on surnomme aussi Runet justement, et aussi n'est pas non plus que l'apanage des dissidents. Au contraire, les autorités russes ont été très tôt présentes sur Internet. On a même des groupes de blogueurs qui sont à la botte du Kremlin et qui sont en gros chargés de noyer les commentaires négatifs sur Poutine, Medvedev, etc. Bon, c'était créé à l'ère Poutine, mais bon, pour justement mettre en valeur ce que fait le gouvernement, mettre en avant des commentaires positifs. Donc il y a une espèce de stratégie de propagande et de désinformation qui s'est mise en place, en jouant aussi énormément sur le nationalisme, la fierté nationale des Russes. Donc c'est une autre manière d'orienter l'information sur le web. Enfin, le fait est que si Internet était moins développé, on n'aurait jamais entendu parler de ce calendrier. Et aujourd'hui, chaque action est relayée immédiatement. C'est assez impressionnant.
Alors, donc, prix Nobel de la paix au dissident chinois Liu Xiaobo. J'ai bon cette fois-ci? Alors, moi je dis Liu Xiaobo, maintenant je ne suis pas sinophone, donc je m'excuse par avance auprès des sinophones qui pourraient nous écouter. Reporters sans frontières était très impliqué dans le futur de cet homme. Qui est-il et pourquoi est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui est important? Alors aujourd'hui, je pense que là, on est vraiment en train de vivre un moment historique. Il faut en avoir conscience. Ce matin, je veux dire, toute l'équipe de Reporters sans frontières était vraiment aux abois. On attendait de savoir qui allait recevoir le prix Nobel. Alors c'est vrai qu'il y avait d'autres candidats qui le méritent, mais c'est vrai que le fait d'accorder ce prix à Liu Xiaobo aujourd'hui est un vrai message d'espoir, un vrai soutien aux dissidents chinois qui récemment, pas seulement lui, mais aussi tous les autres qui demandent plus de liberté dans le pays, parce qu'on a tellement souvent vu un certain nombre de pays démocratiques ne pas vouloir, ne pas oser confronter la Chine à cause de la puissance économique du pays, que ça fait chaud au cœur de voir enfin voilà, le comité Nobel et les autorités norvégiennes avoir le courage de prendre cette position. Donc Liu Xiaobo, qui est-il? C'est un intellectuel chinois très respecté dans le pays, ancien professeur de philosophie. Il est connu pour son engagement en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Il s'est battu toute sa vie pour justement que la liberté de la presse, les médias soient un contre-pouvoir au parti communiste. Il a été emprisonné à plusieurs reprises, après Tiananmen Square, en 2004 aussi, et surtout il a été arrêté en 2008, détenu pendant 1 an sans être officiellement inculpé, et l'année dernière, le jour de Noël, on a appris qu'il avait écopé de 11 ans de prison pour subversion. C'est un très mauvais Noël l'an dernier. Aujourd'hui, cette attribution du prix Nobel rattrape un peu la chose. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a défendu la liberté de parole dans le pays et a demandé des avancées en termes démocratiques. C'est l'un des co-signataires et l'un des promoteurs de la charte 08. C'est un texte justement un texte de référence quant à l'avenir démocratique du pays. Et voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est aussi un vrai modèle de dissident, c'est-à-dire quelqu'un de mesuré, quelqu'un de constructif, quelqu'un qui connaît bien son pays, qui aime son pays et qui justement prend cette position-là en sachant qu'il va payer avec sa liberté, c'est le cas, il a quand même écopé de 11 ans de prison, parce qu'il sait que c'est pour le bien de son pays in fine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une grande émotion au sein du bureau de Reporters sans frontières. En plus, je suis assise juste à côté du bureau Asie, donc c'était vraiment un moment très émouvant d'apprendre qu'il avait eu ce prix Nobel.